Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers médecins et étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler dans ce cours de la spirométrie, de la théorie à la pratique. Et donc, avec ça, ces données de volume qu'on a obtenues vont remplacer dans l'axe des abscisses les données de temps. Et donc, à chaque instant t, on va assimiler le volume qui a été mobilisé. Et donc, au lieu de garder la courbe débit-temps, on va obtenir la courbe débit-volume, c'est-à-dire à chaque volume mobilisé, le débit instantané correspondant. Et donc, le vrai volume qu'on cherche ne sont pas dans la courbe, mais dans l'axe des abscisses, ou bien dans la courbe volume-temps. Et donc, lorsque vous entendez courbe débit-volume, c'est une courbe qui est tout d'abord débit-temps et qui a été transformée en courbe débit-volume. Comment on réalise la spirométrie? D'abord, cette spirométrie, pour la réaliser, il faut préparer le patient. Cette préparation commence par arrêter tout ce qui peut modifier les données, donc arrêter les médicaments, en particulier les bronchodilatateurs, les corticoïdes. Donc, en fonction des médicaments, on a un délai à respecter pour arrêter notre traitement. L'arrêt du tabac, donc la veille, et l'explication du but de l'examen, donc qu'est-ce qu'on va faire, et quel est l'objectif, et comment on va faire ces choses-là, expliquer les conditions de la manœuvre et sa réalisation. Donc, le mieux, c'est de montrer soi-même comment on fait le test. Donc, c'est le moyen qui est le plus efficace et qui permet aussi de dédramatiser l'examen parce que on a l'impression, le patient peut avoir l'impression que c'est un examen invasif. Et donc, par contre, c'est plutôt un examen qui demande la coopération du patient. Il y a certaines contre-indications à la spirométrie. Donc, lorsqu'un patient a donc il faut mesurer la fréquence cardiaque, lorsqu'il est au repos supérieur à 120. Lorsque le patient a fait une attaque cardiaque à moins de 3 mois, une grande chirurgie, soit thoracique, soit abdominale, moins de 3 mois, un décollement de la rétine dans les 2 derniers mois, la grossesse au dernier trimestre, c'est aussi une contre-indication, l'hospitalisation le dernier mois, et une infection respiratoire active. Donc, c'est des questions à poser aux patients, des informations à recueillir et mesurer, pour les mesures, surtout la fréquence cardiaque, s'assurer qu'au repos, il n'est pas supérieur à 120. Donc, cette spirométrie, qu'est-ce qu'elle comprend? Donc, le matériel de spirométrie comprend tout d'abord, donc le principal élément, c'est le pneumotachographe. Voilà un pneumotachographe. Voilà. Vous avez plusieurs types. Donc là, dans cette spirométrie, on a ce type de pneumotachographe. Vous avez ici la seringue d'étalonnage qui va permettre d'établir le zéro de l'appareil. Donc, il faut qu'on sache qu'il est le zéro de l'appareil. Donc, étalonner l'appareil. Donc là, vous avez soit des seringues de 1 litre ou de 3 litres. Donc, ces seringues-là, on va les monter sur le pneumotachographe pour simuler la manœuvre. Donc là, vous avez le poussoir de la seringue. Vous avez la partie qu'on va monter sur le pneumotachographe qui est ici. Donc là. Et cette pneumotachographe, il est lié soit à la station, soit directement à l'ordinateur. Et on va faire des manœuvres de va-et-vient dans le pneumotachographe, dans la seringue, pour simuler les mouvements mobilisables. Et il faut que ces volumes soient reproductibles et pour qu'on puisse, sinon on peut obtenir des faux résultats. Voilà la seringue, voilà ce qu'on appelle le pince-nez. Donc la manœuvre forcée se passe au niveau de la bouche, et donc il faut que le fluide passe uniquement par la bouche, et donc il faut fermer le nez, et ce pince-nez
Donc, c'est mou ici, donc ça permet de fermer les narines. Donc, voilà notre pneumatographe qu'on a vu tout à l'heure. Ici, dans ce type de spioromètre, on a une station qui est liée à l'ordinateur, mais parfois le pneumatographe, actuellement, beaucoup sont liés directement à l'unité centrale de l'ordinateur. Vous avez en plus besoin de spray de bronchodilatateur, un spray ici, bronchodilatateur de courte durée d'action, et vous avez aussi besoin d'une chambre d'inhalation pour ce qu'on appelle les tests de réversibilité. Vous avez ici dans cette photo-là comment le patient place, voilà le pneumatographe, voilà la main du patient, et voilà ici un embout qui est adapté à la bouche. Il faut respecter la désinfection de ce matériel, donc ce matériel doit être désinfecté. Et il y a parfois des embouts non réutilisables, des embouts réutilisables qui doivent être désinfectés. Ici, vous voyez que l'embout buccal qui ferme la narine chez le patient, et le patient qui va commencer, qui est en train de souffler dans le spiromètre. Voilà un patient, donc le patient, une fois qu'il a soufflé, fait la spirométrie, une première spirométrie, on lui demande d'inhaler un bronchodilatateur à travers la chambre d'inhalation pour qu'on soit sûr qu'il a pris ce bronchodilatateur. Donc voilà la chambre d'inhalation et voilà le spray du bronchodilatateur, vous le voyez ici. Donc là, il faut qu'il soit correctement réalisé. Donc, quelles sont les exigences pour avoir une spirométrie de qualité? Il faut que l'opérateur explique auparavant, explique au cours de la spirométrie. Le mieux, c'est de démontrer le geste en totalité de la manœuvre forcée. Et idéalement, cette explication doit être préparée pas uniquement le jour de la spirométrie, mais doit être écrite dans un document, dans un support pédagogique qui permet de transférer l'information au patient auparavant. Le patient, son rôle, c'est d'exécuter, une fois qu'il a compris le geste, de demander des questions s'il y a des explications, et il doit être accompagné par l'opérateur. L'opérateur ne l'abandonne pas, il ne demande pas de faire le geste et d'assister uniquement, mais il l'accompagne et il se met d'accord avec le patient sur les gestes, l'explication des gestes ou la traduction des gestes qu'il va faire. Par exemple, il va lui dire, lorsque je vous fais comme ça, je suis en train de vous demander de faire une inspiration. On va dire on se met d'accord sur les gestes qui va traduire le mouvement respiratoire chez le patient. Et tant que le patient voit ce geste-là, ça veut dire qu'il doit continuer. Lorsqu'il lui demande par exemple de faire comme ça veut dire qu'il doit faire l'expiration rapide et forte, le plus fortement possible et le plus rapidement possible. Comme اللي غندير بحال هكايا je l'explique avant. Donc اللي غندير بحال هكا تقول الصوت بالجهد وطول. Donc الصوت بالجهد وحدي نقول لك يعني خوي 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 ça c'est l'expiration profonde. الصوت بالجهد لا كمل 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 خوي 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 خوي. Donc là, je suis en train on se met d'accord sur les gestes qu'on va utiliser pour l'accompagner au cours de la manœuvre. Et enfin, en même temps, l'opérateur vérifie la courbe à l'écran. Est-ce que le patient, il hésite? Est-ce que le patient a bien placé l'embout à l'intérieur de la bouche entre les lèvres? Et veiller à ce que le patient ne passe pas l'embout buccal à l'intérieur, qu'il ne place pas la langue dans l'embout buccal. Il faut que l'embout buccal soit placé au-dessus de la langue et qu'il place bien les lèvres entre l'embout buccal. Et il ne faut pas qu'il y ait des fuites. Bien sûr, le PSP qui doit être bien placé. Une fois que
le patient a été préparé, le fonctionnaliste doit aussi se préparer. Donc, le fonctionnaliste, c'est le terme qu'on va utiliser pour désigner l'opérateur de la spirométrie. Donc, le fonctionnaliste doit se laver les mains, désinfecter le matériel, la partie du matériel qui peut être désinfectée, et préparer le matériel, peser le sujet, prendre sa taille, ces éléments importants qui vont nous permettre d'après de les inclure dans le logiciel avec l'identité du patient, qui vont servir pas uniquement pour des mesures standards, mais pour le logiciel qui va les utiliser pour calculer les valeurs théoriques spirométriques du patient. Donc, taille, poids, l'ethnie. Donc, nous, dans notre contexte marocain, on va utiliser l'ethnie caucasienne. Donc, le sexe, les conditions climatiques. Donc, les spiromètres actuels permettent de calculer et mesurer spontanément la température, la pression atmosphérique. Parfois, on a besoin d'intégrer l'altitude. Et ces données-là, on doit les saisir directement sur l'ordinateur lorsqu'on va ouvrir le logiciel. On va choisir l'équation qu'on va utiliser pour calculer les valeurs théoriques. C'est un élément capital. Tous ces éléments-là sont importants pour le calcul des valeurs théoriques. Généralement, vous avez plusieurs choix. Donc, nous, on utilise la courbe de Nernst-Lee pour le calcul des valeurs théoriques. Donc, tous ces données-là qui sont saisies sur l'ordinateur vont être communiquées au logiciel pour ces calculs. Et donc, ces valeurs théoriques, une fois qu'elles sont calculées à partir des informations fournies, seront affichées sur le tableau des résultats. Donc, vous aurez des colonnes qui vont donner les valeurs théoriques en fonction de l'âge, de la taille, du poids, du sexe, de l'ethnie, de la courbe choisie pour le calcul des valeurs théoriques et des conditions et la correction en fonction des conditions climatiques. Donc, ces conditions climatiques, lorsqu'on les inclut, donc les valeurs théoriques, une fois calculées à partir de la courbe des valeurs théoriques, l'équation des valeurs théoriques, il y aurait un facteur de correction que vous allez trouver parfois dans les logiciels, qui vont vous donner la correction qui va être donnée en fonction des conditions climatiques. Donc, toute erreur de saisie va conditionner les valeurs théoriques et par conséquent, on risque, en calculant le pourcentage en fonction des valeurs théoriques, des valeurs mesurées, et les valeurs mesurées risquent d'être surestimées ou sous-estimées. On risque de dire que ces valeurs sont normales alors qu'elles sont anormales ou au contraire. Donc, ces valeurs théoriques sont utilisées pour la comparaison des valeurs mesurées en pourcentage de la valeur théorique. C'est pourquoi vous aurez deux colonnes qui vont donner les pourcentages par rapport aux valeurs théoriques, c'est-à-dire la valeur mesurée sur la valeur théorique multipliée par 100. Et donc, généralement, une valeur mesurée est dite basse si une valeur, le pourcentage par rapport à la valeur théorique est inférieur à 80%. Donc, s'il est inférieur à 80%, généralement, on dit que la valeur mesurée, elle est basse. Donc, parfois, pour certains paramètres, on exige des intervalles, une diminution plus importante. Par exemple, pour les débits expiratoires de points périphériques, donc les 2, 25, 75 et 50, là, on exige une diminution plus importante qui peut aller à 40% pour dire qu'ils sont basses, parce que leur intervalle de confiance, de normalité, il est très large. Donc, chaque fois qu'on va faire notre spirométrie, avant de commencer la spirométrie, donc notre patient il est préparé, on prépare les données, on les inclut dans
dans le logiciel. On avait expliqué au patient, on l'avait préparé en arrêtant certains médicaments, en arrêtant la tabagisme, on a éliminé les contre-indications, on lui a expliqué ce qui va se passer. Et on fait notre étalonnage quotidien de la machine. Et chaque fois qu'on commence notre séance de spirométrie pour plusieurs patients, on fait notre étalonnage. Donc, on va utiliser une seringue soit de 1 litre, mais au mieux une seringue de 3 litres, et qui va nous permettre de calibrer notre appareil. Et généralement, on tolère une variation de 3% du volume connu de la seringue. Donc, il faut qu'il y ait une reproduction des cycles respiratoires lors de plusieurs manœuvres, lorsqu'on va pousser sur le poussoir de la la seringue, et ça va permettre de corriger le zéro de l'appareil. Donc, le participant, on le prépare une autre fois. Donc, il y a des consignes et un accompagnement. Donc, consignes déjà dites, certaines consignes sont déjà dites avant de les réaliser, d'exécuter. Mais une fois qu'on commence, on va redire ces consignes et en accompagnant le patient. Donc, le patient doit être assis confortablement sur une chaise qui ne contient pas de roue, donc il faut que la chaise soit fixe, avec un appui sur lequel il va s'appuyer avec ses mains. Le dos qui doit être en rectitude, il doit enlever ou desserrer tout ce qui serre le thorax ou l'abdomen. Et vous voyez ici, on est en train de mettre le pince-nez sur le nez de la personne pour fermer les narines. Donc ce pince-nez doit être toujours nettoyé avec de l'alcool entre les tests et vérifier qu'il n'y a pas de respiration, nasale. Donc on met l'embout buccal dans la bouche. Donc voilà l'embout buccal qui était déjà monté dans le pneumotachographe. Vous voyez ici un embout buccal qui est angulé. Donc, le patient serre les lèvres le participant serre les lèvres contre l'embout buccal. Et on va normalement on devrait se mettre d'accord auparavant, donc on va lui dire que vous allez respirer en suivant mes instructions. Les instructions ont été déjà expliquées, on a dit qu'on va lui dire que lever la main, par exemple, ça veut dire l'inspiration, que le fait de faire comme ça, c'est en fonction de l'intensité, donc expiration forcée, que lorsque je fais comme ça veut dire qu'il doit continuer à expirer l'effort respiratoire, donc continuer. Et lorsqu'il va s'arrêter, je fais comme ça, on s'arrête, donc ça veut dire qu'on lui demande de s'arrêter et d'arrêter la manœuvre. Donc on se met d'accord sur ces gestes-là auparavant et qui doivent l'accompagner. Donc c'est quoi une manœuvre? Donc la manœuvre forcée, c'est le geste qu'on va faire, mais en pratique, cette manœuvre va se faire en plusieurs essais. Et donc, il y a tout d'abord, donc chaque manœuvre faite va correspondre à un essai. Donc, et plusieurs essais vont réaliser ce qu'on appelle un test. Donc, lorsqu'on dit un test de spirométrie, ça veut dire qu'on a fait plusieurs essais pour faire ce test de spirométrie. Donc, généralement, on exige au minimum 3 essais acceptables. Et au-delà de 6 essais, le patient, normalement, la personne, le sujet se fatigue et les valeurs risquent d'être sous-estimées. Et donc, c'est pourquoi, au-delà de 6 essais, il faut arrêter la manœuvre et il faut donner à la personne le temps de se reposer ou bien refaire le geste une autre fois. Donc, voilà. Donc, on peut commencer par la manœuvre lente. Donc, la manœuvre lente, ça veut dire une inspiration normale, profonde,
Puis on lui demande donc l'aspiration normale et profonde. Donc là, lorsqu'on dit inspiration normale, donc on lui demande d'assimiler ça, par exemple, à une paille dans un jus. Donc ça dépend de la culture de la personne. Donc on lui explique, on lui assimile à quelque chose, un geste quotidien habituel chez le patient. Donc on lui demande d'inspirer normalement, d'inspirer l'inspiration profonde. Et lorsqu'on sent qu'il est bloqué, normalement il atteint le maximum, on voit ça sur le visage de la personne et on lui demande de faire l'expiration très lente, très profonde. Ça, c'est pas la manœuvre. Ça, c'est la manœuvre lente. Cette manœuvre ne permet pas d'obtenir le VMS. C'est très important. Il ne permet d'obtenir que la capacité vitale lente. Donc, en pratique, on peut l'utiliser on peut la mesurer, mais elle va servir pour ça, dans certains cas, par exemple, pour mieux évaluer la capacité vitale chez les restrictifs, par exemple, ou chez les patients BPCO, parce qu'ils ont des difficultés à continuer, ils ont tendance à fermer leur voie aérienne parce qu'ils prolongent leur expiration. Et donc, après une manœuvre forcée, donc on peut utiliser la manœuvre lente pour retarder ce collapsus expiratoire. Et donc, il a des indications particulières très particulières. Elle peut servir aussi lorsqu'on veut faire, par exemple, une DLCO ou donc lorsqu'on veut faire une DLCO, on peut l'utiliser pour calculer certaines données. Mais elle peut pas servir pour calculer, chercher et trouver qui soit utilisé couramment. Par contre, la manœuvre forcée, c'est une manœuvre forcée expiratoire, elle va obtenir principalement le VMS, la capacité vitale forcée et le VMS sur la capacité vitale forcée. Vous risquez de voir d'autres paramètres comme la capacité vitale maximale, tout ça, mais retenez surtout la capacité vitale forcée. Parfois, vous allez trouver ce qu'on appelle le VMS 6 secondes, c'est-à-dire on va exiger qu'il y ait 6 secondes pour remplacer la capacité vitale forcée. Mais par contre, la capacité vitale forcée, on peut tolérer un temps moins de 6 secondes. Donc, on peut tolérer 4 à 5 secondes pour la comptabiliser chez certains patients. Donc, quelles sont les étapes de la manœuvre forcée expiratoire? Expliquer. Inspiration normale, puis inspiration profonde, c'est-à-dire que le thorax a plein, donc on est en capacité pulmonaire totale. Donc le patient on lui تعمر صدرك حتى تحس براسك تزير فيه حتى تحس براسك وجهك حمار. Donc expiration forcée est la plus rapide possible وتصوت بالجهد بأسرع سرعة ممكنة. Donc le plus rapidement possible, vitesse maximale, on va l'atteindre en moins de 120 millisecondes. C'est ce qu'on appelle le débit expiratoire de pointe. Et puis on va évacuer plus de 70% de la capacité vitale forcée en une seconde, c'est le VMS, et évacuer les 30% restants en 4-5 secondes pour obtenir la capacité vitale forcée. Donc, cette partie-là, il est plus lente, mais profond, puisqu'il dure dans le temps, puisqu'il est plus long. Donc, on lui demandait, on doit l'accompagner dans cette manœuvre, parce que le patient il risque d'abandonner. Donc, il ne doit pas hésiter, il doit continuer de manière homogène, constante, avec le débit le plus lent possible, mais débit instantané, de manière qui descendent de manière avec une vitesse très lente, une descente très lente, sans variation importante. Il ne doit pas réinspirer au cours de cette évacuation. Il doit continuer à évacuer de manière constante et donc on doit l'accompagner. Zid, ça dépend de la personne, ça dépend de sa culture. Donc voilà, donc là c'est
c'est la manœuvre forcée. Donc, expiration forcée et très rapide. Et puis, en 120 millisecondes. Et puis, zit, 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 expiration très profonde, lente, jusqu'à تتخوي كامل. Donc, on le prépare. كامل. Donc, c'est ça qui va permettre d'obtenir la manœuvre forcée complète. Donc, le thorax, ici, il est à plein. Et le thorax ici, à la fin, il est... Donc, par contre, ici, le thorax, il n'est pas complètement à vide, mais il est au niveau du volume résiduel. Et donc, le participant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer au début, parce qu'il doit obtenir le thorax plein, et puis souffler. Donc, avant de faire la manœuvre expiratoire forcée, il faut qu'il inspire profondément, après une inspiration normale. Et donc, il doit emmagasiner le volume de réserve inspiratoire. D'accord? Donc, on commence la respiration forcée et vous n'arrêtez pas tant que je vous n'ai pas donné les consignes. Inspirez lentement et remplissez votre thorax. Continue, 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 continue. Soufflez très fort comme pour éteindre une bougie. Donc là, par exemple, je vais lui dire, la force, je vais assimiler à quelque chose. Donc, comme une bougie. Dans certains spiromètres, vous aurez même une bougie. Donc, c'est surtout pour les enfants. Ou bien, par exemple, vous mettre un ballon qui va éclater lorsque vous allez souffler rapidement et fortement. Et donc, la force, elle est conditionnée par la bougie ou par exemple, un ballon qui est visuel. Et donc, c'est une manière pour aider à obtenir ce débit expiratoire de pointe le plus rapidement possible et le plus fortement possible. Donc, le plus rapidement possible et le plus fortement possible. Soufflez très fortement, comme pour éteindre une bougie, et continuer. Donc ça, et continuer, c'est très important parce qu'il risque de souffler et s'arrêter. Donc, et continuer, continuer, continuer de souffler, continuer, 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 continuer. Inspirer comme dans une paille. Ça, c'est très important encore. Lorsqu'on lui demande d'inspirer, soit au début, soit à la fin, donc, avant de faire la manœuvre expiratoire, on lui demande d'inspirer pour obtenir le volume de réserve inspiratoire et donc la capacité, le thorax plein. Et donc, on lui dit d'inspirer comme une paille, parce que parfois les patients ont tendance à ouvrir la bouche et de faire. Donc, on lui dit, donc comme une paille dans un jus. Donc, par exemple, donc ça, c'est pour les gens qui boivent le jus. Bien sûr, parfois on utilise autres trucs, autres astuces, d'autres éléments assimilés à cette inspiration. Continuez, 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 et on se met d'accord comme quoi ça s'est arrêté lorsqu'il fait l'inspiration. Et donc, lorsqu'il fait la manœuvre forcée, et qu'il vide totalement, il arrive au volume résiduel, on lui demande de réinspirer. C'est-à-dire qu'on essaie de fermer la courbe. On a obtenu la courbe expiratoire, on l'a vu comment, c'est la courbe début-volume expiratoire, mais pour fermer la courbe, à la fin, on lui demande de réinspirer lorsqu'il finit la manœuvre expiratoire. Généralement, il est au bout du souffle, donc il va réinspirer facilement. Donc réinspirer, et on lui demande de respirer, on l'accompagne encore lorsqu'il inspire, continue, inspirer comme dans une paille, continue, 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 et puis on demande d'arrêter la manœuvre. Et donc c'est des consignes et un accompagnement de l'opérateur. Et donc les résultats sont opérateurs dépendants, malades dépendants. Donc ce n'est pas des résultats automatiques. Donc même si vous obtenez des valeurs, soit des graphiques, soit ce n'est pas des données valables s'il n'y avait pas un respect de cet accompagnement par l'opérateur et un respect de participants des consignes de l'opérateur. Donc voilà un type de courbe obtenue. Si vous avez flow, l'axe des ordonnées, donc c'est le débit. Ici, vous avez l'axe de volume. Donc comme on l'a dit, le volume, auparavant c'était un axe de temps, mais on l'a remplacé par les volumes, c'est-à-dire les volumes mobilisés à un instant, à un certain instant. Et donc chaque volume ici, il correspond à un nerf sous la courbe.
Chaque volume correspond à une heure sous la courbe. Donc là, ici, donc vous voyez ici par cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une expiration rapide. Donc après, on ne voit pas l'inspiration initiale lorsqu'il a rempli, donc il a rempli auparavant. Et donc il ne fait pas l'inspiration dans l'embout-buccal, l'inspiration, il est déjà faite, et donc vous lui donnez après l'inspiration. Une fois qu'il a inspiré, rempli le thorax, tu lui donnes l'embout-buccal pour qu'il puisse commencer l'expiration. Donc il commence l'expiration rapide et intense, intensité maximale, vitesse maximale, rapidité, pour obtenir ici le débit expiratoire de pompe. Par exemple, ici, le débit expiratoire de pompe, il est à 10 litres par seconde. Et puis, le débit va chuter au cours de l'expiration lente. Une fois qu'il est au volume résiduel, dans le thorax, mais ici, c'est pas le volume résiduel qui est ici, ce qui est stocké ici, c'est le volume mobilisé. Ce que vous voyez ici, c'est le volume mobilisé. Par exemple, ici, combien il a mobilisé au cours de cette manœuvre-là? Il a mobilisé 5 litres. Vous voyez ici. Il a mobilisé. Bien sûr, on ne connaît pas où est le VMS, on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas le temps ici. On ne sait pas où est le temps, on n'a pas le temps. Par contre, on sait que c'est la capacité vitale, on peut le savoir. Ici, c'est 5 litres. Donc 5 litres, donc il a vidé tout, il a gardé le volume résiduel, il a vidé 5 litres, et on lui demande de réinspirer. Et donc il faut que la courbe soit fermée. Donc vous voyez ici que cette partie-là est pratiquement une droite, qui témoigne de la rapidité et l'intensité. Tant que c'est une droite, tant que ça veut dire que c'est très intense et très rapide. Et tant qu'il y a un point, on va obtenir un point. On ne va pas obtenir un aspect arrondi lorsqu'il va réellement faire cette expiration profonde et très rapide. Cette expiration rapide et intense. D'accord? Et vous voyez que la chute va être homogène, il n'y a pas de grande variation ici. Et on a la courbe qui est fermée ici. Lorsqu'on l'a inspiré, il est revenu au zéro ici. D'accord? Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la courbe débit-volume. 1 et 2, c'est la variation du débit au cours de l'expiration. Et donc ça, c'est pas inspiration-expiration. Tout ça, c'est la variation du débit au cours de l'expiration. Et c'est ça la variation du débit au cours de l'inspiration. Ici, l'autre courbe, c'est la courbe volume-temps, qui est obtenue après la mesure du débit instantané. Vous voyez ici la volume instantané, c'est très intéressant parce que vous avez ici, vous voyez qu'on a obtenu un plateau, et vous avez le temps ici. Et donc là, le 1 seconde, on le voit ici, le 1 seconde, il est là. Voilà le 1 seconde. Voilà. 1 seconde. Et donc le volume qui correspond à 1 seconde, c'est le volume maximal, le VMS. Et donc vous voyez cette personne-là, dans cette manœuvre-là, il a soufflé plus, il a soufflé 8 secondes. Cette manœuvre a duré 8 secondes. Mais combien vous voyez de courbes ici? On a plusieurs courbes. On a celle qui est en gras, une autre qui est en bleu moins foncé et une en bleu clair. Et on voit que plus ou moins ils sont superposés, mais ils n'ont pas la même durée ici. Par exemple, celle qui est foncée, la durée la plus importante, et donc celle-ci, elle est plus longue. Donc, vous voyez dans cette courbe-là aussi deux points de croix. Ces croix-là désignent la courbe théorique pour cette personne-là. Et on voit que la personne, il a calqué ses valeurs sur ces deux points-là. Ça veut dire que son EMS et sa capacité vitale forcée sont dans les normes des valeurs théoriques. Donc là, toutes ces informations, on les obtient à travers la lecture du tracé obtenu. Deux tracés importants, courbe débit-volume et courbe volume-temps. Deux courbes intéressantes qu'on doit avoir dans un compte rendu de spirométrie. Donc, si vous vous rappelez
on avait besoin de données des patients, taille, poids, sexe, ethnie, tout ça. On les a vus, les caractéristiques du patient. Et on a besoin de ces deux courbes pour juger de la qualité de la courbe. On ne peut pas juger est-ce que la courbe est faite dans de bonnes conditions si on n'a pas ces trois éléments. La courbe débit-volume, la courbe volume-temps et les données saisies concernant les caractéristiques et l'identité du patient. Et donc, dans ce compte rendu, si on veut dire, de ce logiciel-là, on voit bien ici, en plus de la partie de volume-temps, courbe débit-volume, volume-temps, on a une partie concernant les informations saisies. Ça, c'est en anglais ici. Donc, vous avez ici le nom, l'âge, la taille, le poids, le sexe, l'ethnie, est-ce qu'il est tabagique. Donc, certaines courbes nécessitent ces données-là. La date du test, c'est très important. Ici, on va voir qu'il est important, surtout lorsqu'on va comparer le test avant et après bêta-2 mimétique. La valeur, la courbe des valeurs, donc l'équation des valeurs théoriques sur laquelle on s'est basé, par exemple ici c'est Nance tree. Et puis, on a la possibilité de dire est-ce qu'on choisit la meilleure valeur ou on choisit la meilleure courbe pour choisir le meilleur essai. Donc, parce qu'on a dit qu'on fait plusieurs essais, et donc on choisit généralement ici on a demandé de choisir la meilleure valeur. Ici c'est les données atmosphériques, et vous voyez ici le facteur de correction des données atmosphériques. On a dit que le logiciel calcule les valeurs théoriques, et là on veut lui donner les conditions atmosphériques pour qu'il adapte, il corrige les valeurs théoriques. Et donc, lorsque vous voyez ici, lorsqu'on voit vous avez aussi un tableau des valeurs. Donc, vous avez plusieurs paramètres, mais ce qui nous intéresse, nous, de manière basique, c'est la capacité vitale forcée. Ici, c'est en anglais, Forced Volume Vital Capacity. Le VMS, en anglais, c'est FEV1, Forced Expiratory Volume 1 second. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas un demi, on le met en litres. Et puis, vous avez le rapport VMS sur capacité vitale, FEV1 sur FEVC. Vous avez ici, en plus, en haut, dans le débit expiratoire de pointe, peak flow, peak expiratory force, donc flow, pardon, peak expiratory flow. Donc ça, c'est le débit expiratoire de pointe. Et vous avez aussi les débits périphériques. Donc, on ne va pas les utiliser. Donc, comme on a dit, c'est leur intérêt très limité, donc, dans certains cas particuliers. Donc, vous avez ici les essais. Donc, on a dit qu'on fait plusieurs essais pour faire une manœuvre. Et donc, ces essais, on ne doit pas dépasser 6. Et on doit choisir les 3 meilleurs essais. Et à travers ces 3 meilleurs essais qui doivent être acceptés, 3 meilleurs essais acceptés, on va choisir le meilleur qu'on va utiliser pour l'interprétation. Par exemple, ici, il a choisi ces 3 essais. Voilà. Vous avez les meilleures données sur ces 3 essais. Et vous avez ici la colonne des valeurs théoriques qui est calculée à partir des emplats. Donc vous avez trial 1, trial 3, trial 4, c'est les essais. Le best, ça veut dire les meilleures valeurs à partir de ces 3 essais. Vous voyez par exemple ici, il a choisi la colonne trial 1. Et vous avez le pourcentage prédit ici. Prédit, c'est les valeurs théoriques. Et pourcentage, c'est le pourcentage des meilleures valeurs par rapport à la valeur, c'est-à-dire best sur prédit multiplié par 100. Par exemple, ici, lui, il a une capacité vitale de 90 litres. Théoriquement, c'est 4,44. Et donc, théoriquement, pourcentage, on est à 110%. Donc là, il dépasse les valeurs 100%. Donc, c'est une capacité vitale forcée qui est normale.
Donc, comme j'ai dit, donc, chaque manœuvre correspond à un essai. Donc, le malade se repose après un essai et on répète l'essai au moins 3 fois pour faire le test sans dépasser 6 pour obtenir des essais. Et ici, ce qui est important, acceptable et reproductible. L'objectif, c'est d'obtenir des essais qui sont acceptés. Et donc, on a vu que, on a vu un aperçu sur les caractéristiques de la courbe débit-volume et l'intérêt de la courbe volume-temps pour nous donner une idée sur l'acceptabilité de l'essai et du test. Et il faut qu'il soit reproductible. On a vu par exemple que dans les courbes des volumes, que dans cette courbe-là qu'on a vu tout à l'heure, on avait 3 courbes qui sont plus ou moins superposables. Et ça veut dire que ça donne une idée sur la reproductibilité des données et des essais. Donc c'est très important avant de choisir les meilleures valeurs pour interpréter les